Je dois dire que je suis très heureux que vous soyez venus si nombreux pour une maladie qui est très fréquente, vous allez voir, et dont on espère, avec le professeur Chalès, vous faire partager quelques informations. On va procéder en 3 actes. Je vais commencer par quelques généralités, vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un os normal, rassurez-vous, de façon, j'espère, assez simple. Et puis, on va aller progressivement vers la maladie ostéoporotique. Avec une mauvaise nouvelle, c'est que la maladie est fréquente, mais des bonnes nouvelles, c'est qu'on a quand même des traitements de plus en plus efficaces et disponibles actuellement. Alors, première question, puisque l'ostéoporose, c'est de façon étymologique la maladie de l'os poreux, eh bien, on va essayer de définir ce qu'est un os. Et l'os, vous voyez que c'est, il y a d'abord la partie extérieure des os, que vous voyez en haut, qu'on appelle l'os cortical, et qui est la partie la plus dure. Et au milieu, vous avez de l'os trabéculaire, qui était appelé aussi os spongieux auparavant, et qui est une espèce de gruyère. Et c'est très important parce que c'est là que vont se fabriquer notamment les globules rouges. Et donc, l'os est fabriqué d'une matrice protéique, qu'on appelle le collagène, et dessus, cette matrice, elle est molle, et bien pour que l'os devienne solide, on va être obligé de déposer des cristaux, dits des cristaux d'hydroxyapatite. Et en fait, c'est un petit peu comme un béton armé. Vous voyez qu'on a une trame, mais c'est pas comme dans le béton, puisque cette trame, initialement, elle est molle. Et cette trame, elle va s'ossifier, se solidifier avec le dépôt des cristaux d'hydroxyapatite. Voilà à quoi ça ressemble quand on regarde au microscope. C'est ce qu'on appelle du collagène. Vous voyez que c'est une structure très répétitive. Et puis quand le cristal se dépose, vous avez un aspect qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus dur, et qui va faire que l'os est quelque chose de résistant. Alors, on a plusieurs types d'os. On a des os longs. À droite, c'est ceux avec lesquels on est le plus familier. Vous avez ici un numérus avec de la corticale, la partie externe qui est résistante, et puis des vertèbres où vous avez beaucoup plus d'os trabéculaires, et on verra que c'est un des os qui est le plus atteint le plus rapidement dans l'ostéoporose post-ménopausique. Mais chaque os est constitué d'un peu d'os cortical ou d'un peu d'os trabéculaire dans des proportions qui sont variables avec des fonctions différentes. Et puis vous avez un dernier type d'os qui sont des os plats, notamment dans le crâne, qui ont un métabolisme qui est différent. Vous voyez, ça c'est de la microscopie électronique, et vous voyez que l'os cortical, c'est quelque chose de très compact, qui va être très dense, très dur, et qui va porter une grande résistance. Et puis l'os trabéculaire, vous voyez que c'est une espèce de structure avec des trous dedans, mais en vrai, il n'y a pas de trou, c'est la moelle osseuse qui va être à l'intérieur, qui va permettre de fabriquer les globules et les cellules hématopoïétiques. Et cet agencement, vous voyez, est tout à fait différente, avec des plaques, des travées qui sont orientées dans tous les sens de l'espace et qui sont destinées à résister aux contraintes mécaniques, le poids, la flexion, l'extension, etc. Alors, comment se forme ce tissu osseux ? Eh bien, le tissu osseux, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un tissu qui est en perpétuel renouvellement. Ce n'est pas quelque chose d'inerte, ce n'est pas de la pierre, il y a du cristal dedans, mais il y a beaucoup de matière organique et il y a beaucoup de renouvellement. Pourquoi ça se renouvelle ? Eh bien, pour garder ses qualités, on va détruire de l'os ancien pour construire de l'os nouveau, et à l'état normal, eh bien, on répare complètement, on renouvelle l'os qu'on a éliminé. Et vous voyez ici figuré sur forme d'un dessin animé, mais qui est proche de la réalité. Vous avez toujours ces cellules qu'on appelle des ostéoclastes, qui vont résorber l'os ancien et former une lacune. Et puis, il va envoyer des signaux à d'autres cellules, que sont les ostéoblastes, et qui, elles, vont construire de la matrice osseuse, venir combler la lacune, et finalement remplacer l'os manquant, et ceci de façon répétitive, dans des cycles qui vont de 3 mois à plus, selon l'os trabéculaire ou l'os cortical. Donc vous avez une phase, un début, qui peut être soit le signal du renouvellement de l'os, qui est normal, soit ça peut être après une fracture, après une micro-fissure, après un stimulus, eh bien, on va lancer les ostéoclastes, donc la résorption, et raboter de l'os. Et puis, vous avez une inversion et des signaux qui vont appeler les ostéoblastes,
et les ostéoblastes vont reformer de l'os, et après une phase de repos, eh bien, ça va recommencer. Et vous voyez, ça se passe toujours comme ça, que ce soit dans l'os cortical ou dans l'os trabéculaire. C'est important parce que je vais vous montrer tout à l'heure comment marchent les médicaments. Eh bien, ils vont marcher directement sur ces cellules. Et donc, retenez dès maintenant qu'il y a deux cellules importantes, l'ostéoclaste qui résorbe l'os et l'ostéoblaste qui fabrique de l'os et qui le répare. Alors, l'ostéoporose, c'est une maladie qui va concerner notamment une diminution du capital osseux. C'est un petit peu comme au ski. Si tout le monde perd de l'os à la même vitesse, pour arriver le plus tard possible en bas dans la vallée, il vaut mieux partir de très haut dans la montagne. Dans la vie osseuse, il vaut mieux avoir un capital osseux important si on en perd régulièrement au cours de la vie. Et c'est tout le challenge de l'acquisition de la masse osseuse, qu'on appelle aussi le pic de masse osseuse, qui va se produire pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Il y a 3 phases. Vous avez une première phase de croissance, et donc c'est entre 0 et 25 ans, c'est très indicatif, hein, c'est pas à une année près, mais pendant cette phase de croissance, eh bien, la formation osseuse, elle est supérieure à la résorption. Et donc les mécanismes, ils sont pas en équilibre, ils sont en déséquilibre, mais au profit de la formation, et on va acquérir son squelette, on va acquérir de l'os, augmenter sa masse osseuse. Vous avez ensuite une phase de plateau. Elle ne dure pas très longtemps. Je vous ai mis 25-30 ans. Et on sait maintenant que dès l'âge de 30 ans, on commence à perdre de l'os. Et là, c'est équilibre, formation égale résorption. Donc, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Ça se renouvelle, mais ça se renouvelle complètement. Et puis après, à partir de 30 ans, eh bien, malheureusement, on a une phase de vieillissement qui commence. Et vous avez la formation qui est inférieure à la résorption. Donc, vous avez une perte osseuse qui se produit, uniquement lié au vieillissement. Et ça concerne tout le monde, ça concerne les hommes et les femmes. Alors on peut vous montrer ce schéma. Ici, vous avez la masse osseuse, donc plus c'est augmenté ici, plus la masse osseuse est haute. Et ici, l'âge au cours de la vie. Vous voyez donc ce que je vous disais, pendant la croissance, on va augmenter son capital osseux. Alors ensuite, on aura une phase de plateau et après une perte osseuse progressive tout au long de la vie. Cette perte osseuse, elle est plus importante chez les femmes, vous savez bien, après le phénomène de la ménopause, et on va avoir une perte qui va être beaucoup plus importante que chez les hommes. Et c'est une explication de la grande différence de la fréquence de la maladie entre les hommes et les femmes. C'est que chez l'homme, il n'y a pas de ménopause, en tout cas, il y a un déficit androgénique lié à l'âge, mais il n'y a pas de ménopause qui s'installe brutalement, comme ça se produit chez la femme. Et donc, la perte, elle est beaucoup plus progressive chez les hommes que chez les femmes. C'est très important chez les enfants et les adolescents qu'il y ait une puberté qui se passe bien, et notamment chez les filles. Pourquoi ? Eh bien parce que si on regarde ici, vous voyez, on a un pic de gain. Là, le maximum du gain, c'est-à-dire de la vitesse d'acquisition de la masse osseuse dans la vie, chez les filles, elle se situe là. Donc c'est là où elles vont produire le plus de masse osseuse. Et ça se produit dans les 2 années avant la survenue des règles. Donc c'est un facteur qui est primordial. Il faut qu'il y ait une puberté qui se passe bien. Et à chaque fois qu'on a des problèmes, une maladie qui se produit, une puberté qui ne se passe pas très bien, eh bien, on va avoir une diminution de ce gain. Et donc, par exemple, chez les jeunes filles qui font de l'anorexie, elles ont une puberté qui n'est pas de bonne qualité, elles n'ont pas leurs règles. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, le gain de masse osseuse, l'acquisition du pic de masse osseuse ne va pas se faire. Donc ça, c'est une notion très importante dans l'acquisition de la masse osseuse chez les enfants et les adolescents. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette population d'âge et dans cette période de la vie ? Eh bien, c'est d'avoir des apports en calcium qui soient suffisants. Pourquoi ? Parce que le calcium, vous avez vu que c'est le matériau qui rentre dans la composition de l'hydroxyapatite et qui va donc solidifier notre os. La vitamine D, parce qu'elle permet d'absorber le calcium dans le tube digestif et de correctement minéraliser notre os. Et vous connaissez tous une maladie où l'os est mou, où il y a des fractures, des déformations. Qu'est-ce qui se passe quand on a une carence en vitamine D ? Et voilà, on fait du rachitisme. Et le rachitisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est un défaut de minéralisation, donc de dépôt du minéral. Et vous avez simplement trop de matrice qui est molle et les os vont se déformer. Donc ça, c'est important. La puberté, je viens de vous en parler. Et puis l'activité physique régulière.
L'activité physique, à tout âge, c'est un stimulant de la formation osseuse, mais tout particulièrement chez les enfants et les adolescents. Alors, quelles sont les fonctions de ce tissu osseux? Eh bien, le tissu osseux, il a au moins 3 fonctions. On va commencer par celle de droite, qui est évidente, c'est que c'est sur les os que s'insèrent les muscles et que ça nous sert à nous tenir debout, à marcher, à avoir des mouvements. Donc, première fonction. Deuxième fonction, c'est un rôle de protection. Et on a vu qu'il y avait des os plats, notamment au niveau du crâne, mais pas seulement, la cage thoracique aussi. Et si on y réfléchit bien, cette structure d'os plat, très particulière, sans beaucoup d'os trabéculaires, elle sert à protéger les organes qui sont très importants dans l'organisme. Et les organes importants, c'est quand même un peu le cerveau, et puis la cage thoracique avec le cœur, les poumons. Donc vous voyez que les os, selon leur forme, leur morphologie, leur composition, ont un rôle différent. Et puis, dernière fonction, mais pas la moindre, tout en bas, c'est la réserve de calcium de l'organisme. Et à chaque fois que l'organisme aura besoin de calcium, il en a besoin non seulement pour l'os, mais toutes vos cellules marchent avec du calcium. Donc il faut forcément maintenir un taux de calcium normal dans l'organisme. Et bien, à chaque fois qu'il en aura besoin, parce qu'il n'en a pas assez, il ira le piocher dans la réserve, qui est le squelette. Et donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à avoir des apports suffisants, pas trop, mais pas trop peu non plus, de manière à ne pas enclencher les mécanismes qui vont faire qu'on va piocher du calcium dans l'os et donc entretenir le phénomène ou aggraver le phénomène de l'ostéoporose. Alors maintenant, après ces considérations de physiologie et un petit peu de physiopathologie, eh bien, on va passer à la maladie. Et qu'est-ce que l'ostéoporose? Comment on pourrait la définir? Eh bien, si on veut le faire simplement, on pourrait dire c'est la maladie des fractures qui ne devraient pas se produire. Ou autrement dit, eh bien, en chutant de ma hauteur, je n'aurais pas dû faire une fracture. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas normal de se casser un poignet quand on chute simplement de sa hauteur, même si la chute a été un petit peu violente. Donc ça, c'est la première notion. Et ce n'est pas facile à faire passer. Ça n'a pas été facile même à faire passer dans le corps médical. Maintenant, on sait bien ça, que c'est quelque chose d'anormal, qu'il faut le prendre en compte. Alors, c'est à la fois une diminution de la quantité de l'os, on a moins de quantité d'os, et deuxième chose, une détérioration de la structure de l'os, ce qu'on appelle aussi la micro-architecture osseuse. Et je vous ai montré au début que l'os trabéculaire, eh bien, il avait une structure très particulière, en plaques et en réseau. Eh bien, dans l'ostéoporose, vous voyez qu'à gauche, on a un os normal avec des plaques, des travées, des trous, mais qui ne sont pas très nombreux. Et ici, vous voyez bien que les travées, non seulement elles sont moins nombreuses, mais elles sont beaucoup plus fines et elles sont bien moins reliées les unes aux autres. Et donc, vous imaginez bien que cette structure d'os à droite, elle va vous donner une résistance mécanique bien moindre que l'os de gauche. Et donc, quand vous avez une contrainte, même si elle est normale, l'os, il ne va pas avoir de résistance normale au traumatisme. Donc, ostéoporose égale fracture lors de traumatisme minime. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, c'est une maladie fréquente, et c'est une des maladies les plus fréquentes, l'ostéoporose. Donc, c'est 30 à 40% des femmes après la ménopause qui vont faire une fracture liée à l'ostéoporose. Elles ne vont pas simplement avoir une densité basse, elles vont faire une fracture directement liée à la maladie ostéoporotique. Et il ne faut pas oublier les hommes. Donc, les hommes, l'ostéoporose, elle est beaucoup moins fréquente chez l'homme, 10-15%, mais en revanche, elle est plus grave. Et le problème, c'est que, et même les médecins ne pensent pas facilement qu'un homme peut faire de l'ostéoporose. Donc c'est bien que vous soyez au courant aussi, parce que si vous faites une fracture, ou si vous avez des facteurs de risque dont vous parlera le professeur Chalès tout à l'heure, il faut savoir proposer un dépistage ou un traitement, même chez les hommes. Alors, le professeur Lobel posait la question, pourquoi les femmes sont-elles à risque d'ostéoporose? Et donc, comme j'avais anticipé sa question, je vais vous donner la réponse. On a toujours ce remodelage osseux. Et quand la femme n'est pas ménopausée, eh bien, vous voyez qu'elle produit des hormones sexuelles féminines qui sont les oestrogènes. Ce qui se passe à la ménopause, c'est qu'on a une interruption de la production d'estrogènes. Et donc, tous les signes vont arriver de la ménopause, les bouffées de chaleur et les signes climatériques. Et pour l'os, comment ça se produit? Eh bien, ça se traduit par ça. Quand vous n'avez plus d'estrogènes, eh bien, vous n'avez plus de contrôle de l'activité des ostéoclastes, donc des cellules qui résorbent. Autrement dit, les oestrogènes, ils empêchent les ostéoclastes de trop résorber.
Donc c'est cette situation-là. Et quand vous les enlevez, eh bien, vous avez plus d'ostéoclastes, donc de résorption, par rapport à la formation osseuse, et donc vous avez une perte osseuse qui va être maximale dans les 5 à 10 années qui suivent la ménopause, diminuer un petit peu après, mais qui peut être assez importante. L'ostéoporose, c'est la maladie des fractures. Donc, ce qui est important à considérer, ce sont les fractures. C'est certes la densité basse, qui est un marqueur intermédiaire, mais la résultante, finalement, ce qui est embêtant, c'est les fractures. Vous voyez ici donc la fréquence. Plus la courbe est élevée, plus c'est important. Et on va d'abord avoir des fractures du poignet vers l'âge de 50-60 ans, après la ménopause, puis des fractures de vertèbres, puis après 70-75 ans, ce seront les fractures de hanches qui vont commencer à augmenter. Et vous savez bien intuitivement que les fractures du col du fémur et la fracture de hanche, eh bien, ce sont celles-là qui peuvent donner le plus de complications parce que c'est des fractures qui sont plus importantes et puis parce que, eh bien, on est dans une tranche d'âge qui commence à être... C'est des personnes âgées avec des comorbidités. Donc les fractures se succèdent dans le temps et c'est ça qu'on veut éviter lorsqu'on va proposer un traitement de l'ostéoporose. Alors, maintenant, vous allez me dire comment on reconnaît une fracture liée à l'ostéoporose. Les fractures, on connaît, on tombe, le chirurgien orthopédique met un plâtre ou il opère et puis basta, c'est passé. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une fracture ostéoporotique? Eh bien, en fait, je vais vous donner une définition très simple qui est un petit peu en creux. C'est toute fracture qui ne survient pas après un traumatisme majeur, c'est-à-dire soit un accident de la route, soit si on est tombé de 3 étages, sauf quelques localisations, le crâne, le rachis cervical, le doigt et les orteils. Ces localisations-là ne sont jamais ostéoporotiques. En revanche, toutes les autres localisations, du moment que ce sont des fractures de fragilité avec un faible traumatisme, eh bien, peuvent être ostéoporotiques. C'est le cas de l'humérus, c'est le cas des côtes, c'est le cas du bassin, c'est le cas de l'extrémité distale du fémur, du tibia et même parfois de la cheville. Donc vous voyez qu'on avait l'habitude, et classiquement on apprenait que c'était poignet, vertèbre, col du fémur. Eh bien, il y a bien d'autres sites fracturaires qui peuvent être dus à de l'ostéoporose et pas simplement les 3 fractures vedettes. Alors, quelles sont les conséquences de ces fractures? Parce que finalement, de se casser, bon, ça fait mal sur le moment, mais c'est peut-être pas forcément un drame. Alors, les fractures ostéoporotiques, elles ont ce site particulier qu'elles ne sont pas complètement sans conséquences. Il y a, première chose, c'est que vous avez une diminution de la qualité de la vie. Liée aux déformations, quand vous avez des fractures de vertèbres, par exemple, eh bien, vous voûtez. Et de se voûter, ça génère des douleurs, ça génère de l'arthrose. Et j'ai aussi des choses auxquelles on ne penserait pas de prime abord. Chez quelqu'un qui a déjà des problèmes pulmonaires, ça diminue sa capacité pulmonaire. Donc ça augmente les conséquences d'une bronchite chronique, par exemple. Ça génère des douleurs aiguës lors de la fracture. Généralement, ça passe à 4 à 6 semaines, ça donne des douleurs chroniques. Et puis, eh bien, les études montrent bien que plus on est âgé, eh bien, plus on a des difficultés dans beaucoup de gestes de la vie courante après une fracture. Et puis, deuxième chose, eh bien, c'est que certaines de ces fractures, qu'on appelle maintenant des fractures majeures, vont augmenter la mortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à une même personne qui a le même âge, les mêmes maladies, la même façon de vivre, la seule chose qui va différer, c'est d'avoir fait une fracture ou pas. Eh bien, la personne qui va fracturer aura une diminution de son espérance de vie. C'est le cas pour les fractures des vertèbres, de l'humérus, du fémur, du bassin. Par exemple, après une fracture du fémur, eh bien, on estime qu'on a une surmortalité d'environ 20%. Et parmi les survivants, 30% vont être institutionnalisés. Ils vont perdre leur autonomie parce que ce sont des personnes âgées. Sans la fracture, ils seraient restés chez eux. Le médecin a bien traité le diabète, a bien traité la tension artérielle. Et c'est la fracture qui va précipiter la perte d'autonomie. Et puis, les autres vont avoir des difficultés dans la vie courante. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important de dépister les patients. Et puisqu'on a des traitements, eh bien, de traiter les personnes qui doivent être traitées et essentiellement celles qui ont fait des fractures. Donc voilà. Après, je vous ai fait l'exposé des motifs. Je vais laisser maintenant la parole au professeur Chalès pour vous parler des facteurs de risque et puis du diagnostic de l'ostéoporose, puisque maintenant on a des moyens diagnostiques depuis pas mal d'années.
Merci. Ah. Attendez, il n'a pas fini le boulot. Hein. Alors, vous allez tous prendre un petit stylo, une petite feuille, si vous voulez savoir si vous êtes à risque d'ostéoporose. Tu notes bien, Bernard. Hein. Tu notes bien. Alors, ça s'appelle test rapide du risque d'ostéoporose de l'IOF. L'IOF, c'est l'Institut international de la Fondation pour l'ostéoporose. Et si vous n'avez pas vu toutes les questions, vous pourrez regarder sur le site du GRIO. C'est le groupe de recherche d'informations sur l'ostéoporose. Vous tapez GRIO dans Google et vous aurez l'adresse URL du site. Alors, sur ce nouveau test rapide, il y a des questions qui concernent ce qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire notamment les antécédents familiaux. Alors, est-ce que, effectivement, on a chez votre papa ou votre maman diagnostiqué de l'ostéoporose? Est-ce que l'un des deux s'est fracturé le col du fémur à l'occasion d'une chute sans gravité? Vous répondez. Est-ce qu'un de vos parents est-il voûté? Avez-vous 40 ans ou plus? Qui sait qu'il y a plus de 40 ans? Bon, ça va, il y a des chances. Est-ce que vous êtes fracturé un os à la suite d'un choc ou d'une chute sans gravité? Est-ce que vous tombez fréquemment? Bon, on peut tomber une fois par an, mais plus d'une fois par an, il faut se poser des questions. Ou est-ce que vous avez peur de tomber parce que vous avez l'impression d'être fragile? Est-ce que votre taille a diminué de plus de 3 cm après l'âge de 40 ans? Qui s'est mesuré après 50 ans? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Bernard est content de vous. Est-ce que vous êtes trop maigre? Alors là, il faut calculer l'indice de masse corporelle. Vous avez ça sur Internet aussi. Vous mettez votre poids, vous mettez votre taille, et il y a un petit logiciel qui vous permet de calculer votre indice de masse corporelle, IMC. Et s'il est inférieur à 19 kg par mètre carré, effectivement, c'est un facteur de risque. 8e question, est-ce que vous avez pris des corticoïdes? Vous savez, c'est la cortisone, prednisone, pendant plus de 3 mois consécutivement. Alors, est-ce que vous avez d'autres maladies? Est-ce que vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde? Alors, pourquoi? Parce que les rhumatismes inflammatoires chroniques sont associés à l'ostéoporose du fait du rôle de l'inflammation qui est nocif pour l'os. Est-ce que vous souffrez d'une maladie de la thyroïde, une hyperthyroïdie? Est-ce que votre thyroïde marche trop bien? Ou encore l'hyperparathyroïdie, vous savez, c'est les petites glandes, les parathyroïdes qui sont derrière la thyroïde et qui régulent le métabolisme du calcium. Alors évidemment, quand on a ça, généralement, on a une augmentation importante de la destruction de la résorption osseuse, comme vous a expliqué Pascal. Est-ce que vous avez eu une interruption des règles pendant plus de 12 mois? Sans grossesse. Donc là, vous avez bien compris maintenant le rôle des oestrogènes. Et effectivement, quand on n'a pas d'oestrogène pendant 12 mois, et même on peut calculer la période d'imprégnation oestrogénique depuis la date des premières règles jusqu'à la date de ménopause, effectivement, c'est un élément important. Ou encore, est-ce qu'on vous a enlevé les ovaires avant l'âge de 50 ans sans prendre de traitement hormonal substitutif? Alors, les questions sur ce que vous pouvez changer par contre, votre style de vie. Donc, l'alcool, ce n'est pas interdit. Vous savez que c'est 3 unités chez l'homme, 2 unités chez la femme. Est-ce que vous fumez ou est-ce que vous vapotez, on va dire, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que votre niveau d'activité physique est inférieur à 30 minutes par jour? Alors, j'entends par là toutes les activités en charge. On pourra revoir ça un petit peu plus loin. Est-ce que vous évitez le lait, les produits laitiers, pour des raisons diverses, philosophiques, psychanalytiques ou autres?
Et est-ce que vous vous exposez au soleil? Alors évidemment, en Bretagne, ça peut poser problème pendant la saison d'hiver, mais de toute façon, les UV, ça ne marche que de avril à octobre. Donc entre avril et octobre, est-ce que vous vous exposez au moins 10 minutes par jour, sans prendre un supplément en vitamine D? Voilà. Donc vous voyez, ici, ce sont l'ensemble des facteurs de risque d'ostéoporose, et on sait, en répondant à ce questionnaire très rapide que vous retrouvez sur Internet, si vous avez des risques, et vous pouvez même imprimer le questionnaire et le montrer à votre médecin, bien sûr. Finalement, comment on fait le diagnostic d'ostéoporose? Alors, on vous l'a déjà dit, la fracture après 45 ans, c'est quand même un signe d'alerte très important. Et puis, cette perte de taille de moins 3 cm, et effectivement, ce n'est pas spécifique. Si on a perdu 6 cm, c'est quasiment à coup sûr qu'il y a eu des fractures vertébrales. 3 cm, ce n'est pas spécifique, mais ça peut permettre d'engager une consultation médicale et un bilan. En tout cas, après 50 ans, il faut se mesurer. On a vu les fractures et les cascades fracturaires. Et effectivement, c'est important parce que quand on a fait une fracture ostéoporotique, eh bien, ça augmente le risque de faire une autre fracture. Donc vous voyez que quand on fait une fracture non vertébrale, on multiplie par... On a 1,6 fois plus de chances de faire une fracture vertébrale. Idem, si on a fait une première fracture vertébrale, on a 4 fois plus de chances de faire une autre fracture vertébrale, etc. Donc c'est vraiment important, ça s'appelle la cascade des fractures. Les conséquences, Pascal vous en a parlé. Les chutes, important les chutes, hein, très important, car chez les sujets âgés, c'est quasiment effectivement le facteur de risque le plus important dans la survenue des fractures. Et vous savez que dans ces chutes vont intervenir, bien sûr, la vision, les maladies neurodégénératives, on n'y peut pas grand-chose, la carence en vitamine D, c'est important la vitamine D pour les muscles, pour bien faire fonctionner les muscles. Les médicaments, hein, tous ceux qui prennent le soir un petit truc pour dormir, et puis on se lève la nuit, on zigzague et on tombe. Les séquelles d'accident vasculaire cérébral ou le Parkinson qui entraîne des difficultés à la marche, tout ça peut être source de chute et évidemment de fractures si vous avez en plus des os qui sont fragiles. Vous comprenez bien ça. Donc la deuxième chose, c'est mesurer la densité minérale osseuse. C'est l'examen de référence. C'est bien sûr ce qui va vous permettre de savoir, avec les facteurs de risque, si vraiment vous devez être traité ou pas. C'est un examen très simple. Vous vous allongez sur une table et puis il y a une espèce de barreau là, qui va passer au-dessus de vous et qui va mesurer la densité osseuse de vos vertèbres et du col fémoral. Il y a d'autres moyens maintenant aussi où on peut en même temps regarder si vous n'avez pas fracturé des vertèbres. Donc vous voyez ici une vertèbre qui est fracturée. Vous voyez qu'elle a diminué de hauteur par rapport à la vertèbre sous-jacente qui n'est pas bien brillante. On va en prendre ici une qui n'est pas fracturée. Donc celle-là est déjà un petit peu diminuée et celle-là est franchement fracturée. Puis ici, vous les voyez, ces vertèbres fracturées. Vous voyez qu'il y a un impact sur le plateau supérieur de la vertèbre à ce niveau-là et aussi à ce niveau-là. Alors, fait important, on ne peut pas évidemment faire une mesure de la densitométrie minérale osseuse à toutes les femmes de 50 ans. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est chez les femmes qui ont un risque, après une fracture non traumatique, maintenant, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont été traités par la cortisone, ceux qui ont des maladies connues pour donner de l'ostéoporose, bon, il y en a de multiples, hein, notamment une qui est fréquente en Bretagne, qui est... Il suit. Il y a au moins un gars qui suit, c'est Bernard, l'hémochromatose. Un traitement pouvant provoquer de l'ostéoporose, alors là aussi, en dehors de la cortisone, il y en a effectivement d'autres. Les antécédents de fracture du col du fémur, on a vu ça dans le questionnaire. La maigreur, on l'a vu aussi. La ménopause avant 40 ans. Ou un antécédent de traitement par cortisone. Tout ceci était dans le questionnaire. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de rembourser l'ostéodensitométrie dans ces cas-là. Si
évidemment vous n'avez aucun facteur de risque, eh bien, vous ne pourrez pas demander à être remboursé d'une ostéoporose. Alors, on va vous parler de la prise en charge de l'ostéoporose. Alors, vous savez que dans les médias en particulier, vous savez qu'il y en a qui pensent que l'ostéoporose, ça n'existe pas. C'est une mystification. C'est en fait uniquement fait pour que l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent en vous donnant ou en vous vendant des médicaments. C'est un monsieur qui s'appelle Thierry Soucard. Il a écrit un livre sur la mystification de l'ostéoporose. Ça a même été relayé par des journalistes que je ne citerai pas. Donc j'espère qu'on vous a au moins convaincu que la maladie existe et on est prêt à vous emmener dans les maisons de retraite pour voir ce que c'est qu'une fracture du col du fémur et voir les conséquences qu'il y a, d'une part, sur la vie. Il y a quand même 20% qui meurent après une fracture du col du fémur dans les 2 premières années. Et d'autre part, sur la perte d'autonomie, qui est 50% de ces patients perdent leur autonomie après une fracture du col du fémur. Donc je pense que c'est une certaine réalité. Alors comment prendre en charge cette maladie ? Après la densitométrie osseuse, il faudra interpréter le résultat. On ne traite pas une densitométrie osseuse, simplement, sur le résultat. Le radiologue ou le rhumatologue va vous dire « Oh, c'est pas bon ». Oui, d'accord, c'est pas bon, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? L'ostéoporose ? Est-ce qu'il y a une anomalie des examens biologiques ? Et la décision thérapeutique, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Évidemment, s'il y a des fractures qui sont déjà survenues, on n'a pas à discuter longtemps. Il faut traiter la densitométrie osseuse et puis les autres facteurs de risque d'ostéoporose que vous avez vus tout à l'heure dans le questionnaire. Alors, les mesures hygiéno-diététiques. Alors, est-ce que prendre des comprimés de calcium, ça suffit ? Non, pas tout à fait. Donc, la base du traitement pour tout le monde, c'est le calcium. Effectivement, le calcium, c'est un élément important. D'une part, pour l'os, parce qu'il va calmer un peu, vous savez, la petite danse entre les ostéoclastes et les ostéoblastes. S'il n'y en a pas, ça risque d'accélérer effectivement ce mouvement. D'autre part, c'est quand même un élément très très important en dehors de l'os pour toutes les cellules cardiaques, les cellules neurologiques et bien d'autres métabolismes. Et la calcémie, elle est relativement, c'est une constante dans l'organisme. Vous savez que c'est 100 mg par litre ou 2,4 millimoles. Et que si ça baisse, qu'est-ce qu'il va faire ? Si votre calcémie baisse, l'organisme, il va récupérer le calcium, qui est où en majorité ? Sur les os. Donc, si votre calcémie baisse, eh bien, l'organisme va sécréter une hormone qui va grignoter les os, permettre de récupérer du calcium. Donc, vous comprenez que ce n'est pas très très bon. Donc, 800 à 1200, au minimum 800, 1200 mg par jour d'apport calcique, essentiellement alimentaire. Et là, vous pouvez aussi aller sur le site du Griot qui vous permet de calculer votre apport alimentaire par jour en calcium. C'est vraiment important. Ça ne sert à rien de bouffer des comprimés si vous, par votre alimentation, vous apportez 800 à 1200 mg par jour. Alors 1200, c'est plutôt pour les sujets les femmes après 50 ans et les hommes un peu plus tard. Donc en gros, c'est au moins 2 ou 3 laitages par jour. Et en tout cas, c'est vraiment important de calculer son apport alimentaire. On pourra rediscuter des effets éventuellement nocifs du calcium dans la discussion. La vitamine D, c'est pareil. La vitamine D, elle permet au calcium d'être absorbé. Et pour ça, il faut aller, bien sûr, au soleil. Mais plus on vieillit et moins la peau fabrique de vitamine D. Moi, j'ai une patiente, c'était la plus bronzée de Marrakech. Et elle était absolument désolée parce que sa vitamine D était basse. Je lui ai expliqué. Donc là, effectivement, il était nécessaire de prendre une supplémentation en vitamine D. Alors vous pouvez prendre en ampoule, en gouttes, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, il faut en avoir dans toutes les situations où il y a un risque d'ostéopathie fragilisante, c'est-à-dire de maladies osseuses qui vont fragiliser les os. On a vu tout à l'heure, effectivement, le rachitisme, c'est évident. Mais dans l'ostéoporose qu'on va éventuellement traiter, c'est important. Et donc là, il faut avoir une base de départ, c'est-à-dire doser la vitamine D
et ce qui permet de pouvoir diriger le traitement. Alors le problème, vous le savez, c'est que bientôt ce dosage ne va pas être remboursé. On pourra en reparler dans la discussion sur ce qu'il faut faire là-dessus. Alors, Bernard, tu reconnais quelqu'un ou non? Personne? Non. Bon. Donc les toxiques, attention effectivement à l'alcool, attention au tabac, attention à la sédentarité. Donc il faut d'un côté éviter les chutes, hein, les tapis, les fils de téléphone, les chaussures qui dérapent, etc. Et puis effectivement, il faut se mettre à bouger un peu pour avoir une activité physique intéressante. Alors bon, 3 heures à l'extérieur de marche par semaine, c'est donc des activités dites en charge. Vous voyez ici un peu un détail sur ce qu'il est important de faire. Alors ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas intéressant pour l'os, c'est la natation, parce que c'est en décharge. Évidemment, c'est intéressant de faire de la natation pour développer ou avoir une bonne fonction cardio-respiratoire. Je ne dis pas que la natation ne sert à rien. Et puis là, quand même, il ne faut pas tenter le diable, hein. Donc, il faut rester prudent parce qu'il y a des risques de chute. Alors, il vaut mieux aller voir la mer, se promener, acheter un chien. Attention au risque de chute. Acheter un chien. Vous êtes obligé de sortir le chien matin et soir. Vous riez. Moi, je sors mon chien tous les matins avant de venir à l'hôpital et tous les soirs avant de me coucher. Donc, soyez actifs. Et puis, vous voyez, on ne peut pas parler de Senior Tonic sans parler de Véronique et Davina. Alors, il paraît que les DVD vont ressortir. Bon. Et puis, si ça va très bien, vous faites comme la dame. Et là, vous serez au top. Alors, où c'est qu'on trouve le calcium? Évidemment, dans les produits laitiers. Vous voyez ici. Alors, si vous avez une fixette sur le lait, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de controverses sur le lait, si vous avez des fixettes sur le lait, ou si vous êtes obligé d'aller chez le psychanalyste parce que vous buvez du lait, vous pouvez à ce moment-là contourner le problème et prendre des eaux minérales qui contiennent beaucoup de calcium, donc comme Contrex et Par au Courmayeur, où vous avez quasiment 500 mg par litre de calcium. Et puis éventuellement, vous pouvez aussi prendre des végétaux. L'ennui des végétaux, c'est qu'on n'arrive jamais à plus de 350-400 mg par jour avec les végétaux. Et puis, bon, il faut manger beaucoup de persil, hein, ou beaucoup de brocoli où il y a encore moins de calcium. Donc, ce n'est pas très facile. Ou alors, la sardine. Intéressant, la sardine, mais tous les jours, ça devient un petit peu difficile à la fin. Hein. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer qui était à risque d'ostéoporose, quels étaient en tout cas les facteurs de risque, quelles étaient les mesures hygiéno-diététiques, et puis vous montrer qu'aujourd'hui, on a des médicaments pour traiter cette maladie, et donc c'est Pascal qui va terminer. Donc cette dernière partie, ce n'est pas des mémoires, mais un message d'espoir, puisqu'on a des médicaments qui ont été développés qui diminuent le risque fracturaire. Alors, aucun de ces médicaments, mais il n'y a aucune thérapeutique qui fait ça, ne diminue de 100% le risque de fracture. Mais on a une diminution du risque fracture vertébrale de l'ordre de jusqu'à 70%, ce qui est beaucoup, et de l'ordre de 40% pour les fractures du col du fémur, donc une diminution significative. Alors, on va revenir à la physiopathologie et aux ostéoclastes et aux ostéoblastes, puisque vous avez compris qu'il y a des cellules qui augmentent la résorption osseuse. Eh bien, je vais pouvoir essayer de choisir de diminuer l'action de ces cellules et donc d'appuyer sur le frein en ce qui concerne l'os. Et puis, l'accélérateur, eh bien, il y a des cellules qui augmentent la formation osseuse. L'idée, c'est de les stimuler
pour augmenter la formation osseuse. Et donc là, c'est l'accélérateur. Et c'est ce qu'on appelle des agents anaboliques. Voilà. Alors, voilà les traitements dont on dispose actuellement. On a beaucoup plus d'antirésorbeurs que de médicaments qui stimulent la formation osseuse. Et les premiers d'entre eux étaient les œstrogènes. Et c'était logique de penser que, comme les femmes manquaient d'œstrogènes à la ménopause, que les estrogènes diminuaient la résorption ostéoclastique, eh bien, de leur en donner, ça allait diminuer cette résorption et diminuer le risque fracturaire. Et ça marche. Ça diminue le risque fracturaire, mais vous savez que ces dernières années aussi, on a montré qu'il y avait des effets secondaires potentiels, notamment cardiovasculaires, qui font que maintenant, les rhumatologues n'utilisent plus le traitement hormonal pour traiter l'ostéoporose parce qu'ils ont d'autres médicaments. En revanche, s'il y a un motif gynécologique, des troubles du climatério, c'est-à-dire beaucoup de bouffées de chaleur par exemple, et que le gynécologue choisit de mettre ce type de traitement, eh bien nous, on est aussi contents parce qu'on fera d'une pierre deux coups et que pendant quelques années, on traitera à la fois les troubles du climatério et l'ostéoporose. Mais s'il n'y a que l'ostéoporose, eh bien on ne met plus en route de traitement œstrogénique pour cette raison-là, parce qu'on a d'autres médicaments. On a d'autres médicaments. Alors j'ai mis ce qu'on appelle les dénominations communes internationales, c'est-à-dire le nom des molécules. Mais si vous voulez, pour plus de compréhension pour vous, je vais citer certaines marques. Le premier, c'est le raloxifène. Le nom commercial, c'est Levista. Et c'est un médicament qui ressemble un peu aux œstrogènes. C'est les mêmes récepteurs, sauf que, eh bien, il n'a pas les inconvénients cardiovasculaires, en tout cas artériels, par rapport aux œstrogènes, et qui va avoir les bons effets sur l'os. Vous avez toute une classe qui s'appelle les bisphosphonates. Donc vous avez la landronate. Donc les marques, c'est Fosamax, Fosavance, par exemple. Vous avez le risedronate, la marque, c'est Lactonel. Le libandronate, c'est plus remboursé, je ne vais pas en parler. Vous avez le zoledronate, qui est commercialisé sous le nom d'Aclasta. Et puis vous avez un médicament plus récent qui s'appelle le denosumab, et qui est un médicament de biotechnologie, puisqu'il va cibler, c'est un anticorps qu'on appelle monoclonal. Ça veut dire qu'on l'a fabriqué de toutes pièces par le génie génétique et pour bloquer les ostéoclastes de façon très fine, contrairement aux bisphosphonates qui ont un mode d'action un petit peu plus général. Vous avez un autre médicament qui s'appelle le ranalate de strontium, qui a une action un petit peu différente des autres, qui s'appelle le protelos. Et puis vous avez un agent anabolique, le seul, qui s'appelle le tériparatide, et c'est le Forsteo. Alors, est-ce que ces médicaments sont efficaces contre les fractures? Oui. Et ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont tous efficaces contre les fractures vertébrales. En revanche, ils ont des différences, c'est qu'ils ne sont pas tous efficaces sur les fractures du col du fémur ou les fractures qui ne sont pas vertébrales, ce qu'on appelle les fractures périphériques, le tibia, le poignet, etc. Et ce qui va faire la différence, et ce à quoi il va falloir faire attention, c'est qu'après un certain âge, en gros, pour faire simple, après 70 ans, il ne faudra plus donner de traitement qui ne soit pas efficace sur les fractures du col du fémur. Donc il y a une vraie stratégie thérapeutique à mettre en œuvre. Il faut privilégier les médicaments qui ne sont efficaces que sur les fractures vertébrales au début, puis après mettre les autres. Et le médicament qui n'est pas efficace, notamment sur les fractures en dehors des vertèbres, c'est le raloxifène. Et donc on le met plus chez des femmes plutôt plus jeunes actuellement. Il y a une autre caractéristique dans les traitements de l'ostéoporose qui est très difficile à comprendre pour les patients et pour les médecins aussi parfois, c'est qu'on ne va pas donner le même médicament toute la vie. Ça, c'est difficile parce que quand on donne un traitement antihypertenseur, on donne s'il est bien toléré, s'il est efficace, on continue, et puis il vogue la galère. Là, pour des raisons un peu d'effets secondaires et de rémanence. Rémanence, pourquoi? Parce que les bisphosphonates sont des médicaments qui restent très longtemps dans l'os, parfois plus de 10 ans, et donc on est protégé un petit peu même quand on les a arrêtés. Eh bien, on va faire des pauses dans les séquences thérapeutiques, et ça, c'est pas toujours très facile à comprendre, ni très facile à expliquer. Alors, pour vous montrer qu'on a moyen de s'adapter à toutes les situations, eh bien, on a des fréquences d'administration qui sont à géométrie variable maintenant. Vous avez des traitements quotidiens, le raloxifène, le strontium, le tériparatide. Alors le tériparatide a un petit inconvénient, c'est qu'il faut faire des piqûres sous-cutanées. C'est les mêmes petites injections que pour le diabète. C'est des petits stylos. Ça fait pas mal, mais bon, c'est une contrainte. Il y a des formes hebdomadaires, c'est les plus fréquentes. La landronate, le risodronate, une fois par semaine. Il y a des mensuels, donc c'est un comprimé 2 jours de suite, une fois par mois. Il y a des biannuels, le denosumab, c'est une piqûre sous-cutanée tous les 6 mois. Et puis le pompon, c'est le zoledronate. Une seule fois par an, vous faites une perfusion.
et vous êtes tranquille jusqu'à l'année qui suit. Donc tous ces médicaments, vous voyez qu'on peut s'adapter au patient s'il a beaucoup de traitements, et puis à sa préférence et à son quotidien. Alors il y a une chose très importante, il y en a peut-être parmi vous qui prennent des bisphosphonates, donc alendronate, risedronate. Eh bien, quand c'est par la bouche, il faut être très strict sur les modalités de prise. Ce sont des médicaments qui sont extrêmement peu absorbés dans l'estomac. Si l'estomac est complètement vide, il y a moins d'1% du médicament qui va passer dans la circulation. Si on a pris quoi que ce soit, c'est fichu. Et moi, il m'arrive très régulièrement de voir malheureusement des gens que je revois et à qui on n'a pas bien expliqué parce qu'ils le prenaient entre le petit déjeuner et le déjeuner ou entre le déjeuner et le dîner du soir. Et ça aboutit à une perte d'efficacité du médicament. Donc pour qu'ils soient absorbés, il faut les prendre strictement le matin à jeun, une demi-heure avant toute prise médicamenteuse ou alimentaire et avec un grand verre d'eau du robinet, surtout pas la Contrex dont vous a parlé le professeur Chalès, parce qu'il y a du calcium dedans et que le calcium va complexer ce médicament et entraver encore une fois son absorption. Et puis il y a une deuxième chose, mais ce n'est pas du tout pour la même raison, il ne faut pas se recoucher parce qu'il y a parfois des petits problèmes de brûlure œsophagienne. Dans la pratique, ce n'est pas trop invalidant et si on respecte ça bien, eh bien il n'y a pas de gros soucis. Alors, tous les médicaments ont des effets secondaires. On les montre parfois en épingle, mais a priori, si on prescrit un médicament, c'est qu'on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, il ne faut pas le prescrire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, parfois, c'est pas facile de faire la différence dans des situations limites, mais en gros, c'est ça. Donc, si on pense que le bénéfice attendu d'un médicament va dépasser le risque, eh bien, on va le prescrire, bien entendu. Et s'il y a des fractures d'ostéoporose, il faut traiter. Et notamment si c'est des fractures majeures. On recommande absolument de traiter tous ces gens-là. Les effets secondaires, eh bien, il faut les connaître et puis eh bien, les gérer avec le patient. Mais c'est le cas pour tous les traitements, les antihypertenseurs, les hypocholestérolémiants, etc. Donc les SERM, qui sont dont le chef de file est l'oxyphène, ils donnent des phlébites. Et donc il faut savoir si les gens sont à risque, il ne faut pas leur en donner. Il a un effet secondaire qui est bénéfique, ce médicament-là, c'est qu'il diminue le risque de cancer du sein hormonodépendant. Ça, c'est un bon effet secondaire. Les bisphosphonates, eh bien, on peut avoir de temps en temps des problèmes digestifs, à type d'œsophagite. Il y a quelque chose qui défraye beaucoup la chronique et qui fait très peur aux dentistes, c'est ce qu'on appelle l'ostéonécrose des maxillaires. Ces médicaments-là diminuent le remodelage osseux. Et quand on en a eu très longtemps, il se peut qu'une extraction dentaire puisse mal se réparer et s'infecter et provoquer donc, ce qu'on appelle une infection chronique et parfois un affaissement de l'os. On ne peut pas nier que ce soit un effet qui existe, mais dans l'ostéoporose, il est très rare. Il est assez fréquent quand on les utilise dans les cancers. C'est de l'ordre de 1% ou jusqu'à 10%, donc on peut pas dire ça c'est fréquent. Dans l'ostéoporose, c'est de l'ordre de 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000. Et donc il y a bien plus de risques de faire une nouvelle fracture et d'avoir les effets de la fracture que de faire ce risque-là après un traitement par bisphosphonate. Deuxième chose, c'est qu'on va faire un bilan dentaire avant de commencer. S'il y a des extractions à faire, on les fait avant de commencer, sauf s'il y a une urgence. On peut très bien commencer le traitement et faire les soins dentaires au tout début du traitement. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et puis, on va éviter, c'est ce que je vous disais, de traiter les gens pendant trop longtemps. On va réévaluer régulièrement s'il y a besoin du traitement. Le ranelate de strontium est un médicament qui avait eu des problèmes cutanés. Plus récemment, on a mis en évidence les risques veineux, mais surtout artériels. Et ce médicament fait l'objet d'une réévaluation au niveau de l'agence européenne qui a recommandé de suspendre son AMM. Ça va être examiné en France et donc il est possible qu'il soit retiré du marché. Il n'y a pas de peur à avoir parce qu'il y avait déjà beaucoup de précautions pour le prescrire. Simplement, si vous avez ce type de médicament, il faut en rediscuter avec votre médecin et éventuellement l'arrêter ou le substituer par un autre si besoin. Le tériparatide, ça peut faire monter le calcium et le dénosumab, il a à peu près les mêmes effets secondaires que les bisphosphonates. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a le choix de la molécule en fonction du terrain. Quand on a beaucoup de médicaments, c'est parfois très pratique d'avoir une seule perfusion intraveineuse une fois par an. De la même manière, il y a beaucoup de personnes âgées qui perdent la mémoire ou même qui ont des maladies d'Alzheimer, qui ne se rappellent plus qu'ils doivent prendre un médicament. Là encore, de faire une intraveineuse une fois par an, c'est pratique. Puis vous voyez qu'il y a plein de situations qui permettent aux médecins d'adapter vraiment de façon individuelle le traitement à son patient. Alors maintenant, combien de temps faut traiter ? Je vous ai dit qu'on ne traitait pas forcément en continu et surtout avec la même molécule. Eh bien,
on fait comme ça dans l'ostéoporose. On a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas dire ce que c'est une ostéoporose guérie. Quand on a une hypertension, si le chiffre vient à la normale, on dit bah, c'est bien, on a réussi à traiter le patient. Nous, c'est plus difficile parce que c'est sur du long terme. Et c'est quoi la guérison? C'est diminution des fractures? Oui, mais de combien? Est-ce que si on devait faire 5 fractures, qu'on n'en faisait plus qu'une, est-ce que ce n'est pas déjà un succès? Est-ce que c'est de normaliser sa densité osseuse? Probablement pas, parce que dans la plupart des cas, on ne la normalise pas. Donc, c'est déjà un problème de ne pas avoir de définition très, très simple de la guérison. Ce qu'on fait maintenant, ce qui a été décidé, c'est de traiter les gens pendant 3 à 5 ans selon les molécules et de faire une réévaluation du risque fracturaire. On regarde s'il y a des facteurs de risque, on regarde la densité et on regarde si on a fait des fractures pendant le traitement. Alors, quand est-ce qu'on peut stopper un traitement maintenant? Eh bien, après 3 ou 5 ans, c'est si je n'ai pas fait de traitement de fracture sous traitement, si je n'ai pas de nouveaux facteurs de risque, je n'ai pas commencé de cortisone, je l'ai même arrêté, pas de diminution significative de la densité osseuse, je n'ai pas perdu de masse osseuse, eh bien, dans ces situations-là, probablement qu'on peut faire au moins une pause et continuer à suivre les patients en refaisant une densitométrie, par exemple, ultérieurement. Alors, pour conclure, je crois qu'il faut conclure sur un message d'espoir, c'est parce que vous voyez que la maladie est fréquente, qu'elle a certaines conséquences, mais aussi on vous a montré qu'on avait des moyens de la diagnostiquer, de la dépister, et surtout des moyens de la traiter efficacement avec des molécules qui sont efficaces, et puis d'autres molécules qui arrivent, une recherche qui est assez riche dans ce domaine-là. Donc, retenir que presque une femme sur 2 fera une fracture ostéoporotique et un homme sur 5, que certaines fractures peuvent être graves et qu'il faut dépister les patients à risque, et que maintenant, on peut établir un plan thérapeutique personnalisé pour chaque patient et qui peut s'adapter tout à fait à sa vie quotidienne. Je vous remercie.